j'aurais que Lali explique à nos téléspectateurs comment elle définirait son handicap. Alors déjà, c'est un handicap invisible pour moi en ce qui me concerne, parce que faut pas oublier qu'il y a 80% des personnes qui sont en situation de handicap dont le handicap est invisible. Donc là, je suis sur votre plateau et probablement vous avez des tonnes de téléspectateurs qui vont vous dire « ouais, elle n'est pas handicapée, elle n'est pas autiste », ça se voit pas. Ça se voit pas pour plusieurs raisons. C'est que le spectre de l'autisme va de l'autisme sévère à l'autisme de haut niveau et que je me situe dans la tranche de autisme haut niveau à autisme Asperger, qu'on n'appelle plus comme ça, enfin bon, c'est des dénominations. Et donc, moi, mon autisme se manifeste par un déficit du sens social. C'est-à-dire que pour moi, les interactions sociales ne sont pas faciles. Vous regardez dans les yeux, c'est pas facile. Me retrouver entourée de gens, c'est... Ça veut dire très à l'aise. C'est pas facile. Mais parce qu'en fait, comme beaucoup de femmes autistes et adultes autistes, et comme beaucoup de femmes tout court, j'ai beaucoup simulé dans ma vie. Je me suis beaucoup... Si vous dites ça pour Benjamin Castaldi. J'ai mis des lunettes bleues pour la journée de l'autisme. Bravo, Benjamin. Et non, en fait, j'ai été diagnostiquée très tardivement déjà. C'est ça, mars 2020. C'est ça. En fait, j'avais entamé en 2012 mon processus de diagnostic. Et c'est tellement long, en fait. On vous demande... Ça a mis 8 ans à être diagnostiqué. Alors, c'est-à-dire que j'avais commencé, pour refaire un peu le trajet, je suis la 3e de 4 enfants et la 9e de 45 cousins. Donc, en fait, j'ai toujours été dans un environnement où finalement, je faisais mon petit bonhomme de chemin, tout allait bien. J'étais joyeuse. Enfin, voilà, comment vous avez senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas? C'est en 2012 seulement que vous avez senti? Non. En fait, depuis toujours, je me suis sentie en décalage. Mais voilà, il y a plein de gens qui vous diront, surtout des ados, qui se sentent en décalage, pas compris, pas intégrés et tout ça. Ça vous rendait malheureux? Non, parce que j'étais bien avec ma solitude, en fait. On est très nombreux dans ma tête et c'est moi la chef, donc tout va bien, je m'en sors bien avec moi-même, j'ai beaucoup d'humour et on rit à deux, donc c'est très bien. Mais votre entourage, excusez-moi, est-ce que vous êtes avec quelqu'un? Oui, je suis mariée avec 2 enfants. Et votre conjoint, quand il vous lui en avez pas? Je lui ai plu par ce côté très fantaisiste, je pense, parce que je ne suis pas dans les clous. Mais parce que je ne sais pas être dans les clous. Et même en observant beaucoup, en étant toujours à essayer de m'adapter, à faire comme les autres ou comme je pense que les autres veulent que je fasse, je suis toujours à côté de la plaque. En fait. Et vos enfants? Alors mes enfants, c'est rigolo parce que ils ont 12 ans et demi et bientôt 17 ans. Et régulièrement, je retombe sur des publications Facebook qui datent d'avant mon diagnostic où je les surprenais en train de parler de moi en disant maman, tu trouves pas qu'elle est pas comme les autres mamans? Maman, elle est bizarre. Ouais, mais c'est mieux parce que sinon les autres mamans elles sont chiantes. C'est vrai que ça fait leur plaire. En fait, disons que, nous, on est dans une famille qui porte des valeurs d'inclusion, d'intégration. On aime tout le monde, toutes les couleurs, toutes les origines. Voilà, on explique à nos enfants que, mes enfants, je suis fière d'eux quand ils me disent qu'ils comprennent pas pourquoi il y a la manif pour tous et que pourquoi 2 hommes ils pourraient pas se marier, avoir des enfants ensemble. Je ne sais pas, mon chéri. Voilà. Donc en fait, nous, on est dans l'inclusion depuis toujours. J'ai des frères et sœurs qui ont d'autres types de handicaps invisibles également. Donc, j'ai un frère qui a un diabète, par exemple. Donc c'est quand même un handicap. Il est en RQTH comme moi, mais voilà, c'est des handicaps invisibles. Et il y a un jour où, en 2012, je me suis retrouvée en licenciement économique, donc beaucoup à la maison. Et là, je me suis sentie un petit peu glissée à me dire que j'étais tellement bien chez moi toute seule et que finalement ça m'ennuyait presque que mon mari et mes enfants rentrent à la maison parce qu'il y avait du bruit, il y avait du mouvement, il fallait que je parle. Donc là, ça devient alors que problématique. j'étais bien toute seule. Et je me suis dit, j'ai pas envie de mettre mon couple en danger. Voilà, on n'a jamais eu de crise de couple. J'ai pas envie de donner un modèle à mes enfants de maman qui parle pas, qui est pas gaie, tout ça. Alors que je suis foncièrement gaie. Mais voilà, pour moi, le confinement, c'est du pain béni, quoi. Le masque, tout ça, les gens ne me touchent pas. Sauf que c'est du pain béni, sauf qu'avec les enfants à la maison confinés avec moi, c'est du bruit. C'est une façon de parler, voilà, bien sûr, pour les téléspectateurs. C'est que vous, dans votre cas, c'est vrai que vous êtes toujours dans votre monde, en fait. Vous arrivez à vous créer oui, en fait, et de plus en plus, en fait, surtout depuis mon diagnostic, qui a été donc un long processus. J'ai commencé en 2012 quand j'étais au chômage et que j'ai eu du temps pour me reposer moi en question. J'ai fait des tests un peu sur Internet qui disaient que j'étais super autiste. Alors j'ai fait faire à mon mari qui n'était pas du tout. Je me suis dit, il y a quand même un truc. Et en fait, j'ai commencé à prendre des rendez-vous, mais c'est quand même 2 ans avant d'obtenir un rendez-vous à l'hôpital, par exemple. Mais juste là, quand j'entends votre témoignage, et je pense que les téléspectateurs pensent la même chose que moi, on a l'impression que vous étiez très heureuse dans votre monde et que vous avez décidé de vous faire diagnostiquer, de changer pour
pour votre famille, pour votre mari, pour les autres surtout. Alors, j'ai surtout décidé, quand je me suis retrouvée en confinement, donc j'avais commencé en 2012, ça n'a pas abouti, je me suis dit finalement que ça changera dans ma vie, rien. On voit que vous êtes diagnostiqué en mars 2020, qui correspond... Et donc j'ai été diagnostiquée effectivement pendant le confinement, où là je me suis dit, bon allez, c'est le moment, j'ai du temps, je vais refaire ce processus-là. Et quand on m'a dit que l'hôpital, c'était 2 ans d'attente et que de toute façon, il fallait que j'arrive avec un papier d'un psychologue ou d'un psychiatre qui disent que les premiers tests montraient que j'étais sûrement autiste. Donc voilà, donc je suis passée par le centre ressources autisme d'Île-de-France qui m'a adressée à une psychologue, qui m'a adressée à une psychiatre qui venait juste de s'installer et qui est spécialiste dans l'autisme Asperger. Ouais. Et j'ai fait des tonnes de tests, voilà, mais ça allait très rapidement et ma RQTH a été déclarée dans l'enchaînement. Et en fait, je l'ai fait parce que je me suis dit, voilà, en plus je me suis retrouvée au chômage fin juillet, licenciement économique. Et là, je me suis dit, 40 ans passés, il n'y a plus de raison que ce soit toujours toi qui sois dans l'adaptation. Il est temps que ton employeur ou ton entourage aussi soit dans l'adaptation. Et donc, j'ai cherché un emploi. Je suis responsable communication quand même depuis un paquet d'années. Ouais. Parce que c'était une façon... Vous avez trouvé un emploi dans quoi maintenant ? Je travaille, alors je vais y venir, mais je suis donc responsable communication depuis très longtemps parce que c'était une façon pour moi de m'auto-rééduquer, sachant que l'autisme n'est pas une maladie, ça ne se soigne pas, il n'y a pas de médicaments qui soignent. Tu as l'autisme donc très sévère qui peut nécessiter une certaine médication pour calmer certains troubles, à l'autisme Asperger qui ne nécessite aucune médication, sauf éventuellement un état anxieux éventuellement. Et donc je me suis dit, j'ai envie de trouver un job où mon patron m'accueillera naturellement avec bienveillance. Ouais. Donc, j'ai commencé à travailler mon profil sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, en intégrant des groupes, en me mettant en contact avec pas mal de monde du monde du handicap. Ouais. Et j'ai monté aussi ma chaîne YouTube pour expliquer. C'était en pleine semaine SEPH, donc la semaine pour l'emploi des personnes handicapées. J'ai fait ma petite chaîne YouTube pour expliquer employer des gens en situation de handicap, pas que les autistes, mais forcément, je parle de moi, enfin de mon cas, c'est pas si compliqué que ça, en fait. Ça nécessite pas forcément des tonnes d'adaptation. Et preuve à l'appui, en janvier, février, j'ai envoyé mon CV à Maëlys Kanzler, qui est fondatrice de l'association du Club des 6, qui est une association qui crée des habitats inclusifs sous forme de colocation pour 6 colocataires qui vivent chacun donc en situation de handicap, qui vivent en colocation, comme des colocs jeunes, voilà, tout ça, et avec leurs spécificités, chacun, ils se cooptent les uns les autres, ils font leur période d'essai pour voir s'ils se plaisent les uns les autres. D'accord. Et quand j'ai envoyé mon CV, c'est un love story à peu près. C'est ça. J'ai envoyé mon CV à Maëlys, bon, elle m'a pas répondu tout de suite, c'est une personne qui est très occupée et très sollicitée pour la bonne cause. Bien sûr. Et 2-3 jours après, j'ai reçu un appel de la RH qui me disait que mon CV avait fait mouche. Donc et au téléphone, on a passé 1 heure et je lui ai dit, mais vous avez vu, je porte un handicap, maintenant j'ai envie de l'annoncer et donc ça va nécessiter peut-être quelques adaptations. Elle dit, mais bien sûr, pas de problème, voilà. Donc on s'est rencontrés, on s'est vus, on s'est plus. J'ai rencontré Maëlys dans la foulée et voilà, je suis dans une entreprise. Vous êtes heureuse aujourd'hui, j'ai l'impression. Je suis hyper heureuse. Alors, je suis hyper heureuse à plusieurs titres. C'est parce que déjà, mon employeur m'a prise avec mes spécificités, avec des adaptations. Alors, je suis en télétravail 3 jours par semaine, pas que à cause du Covid, aussi parce que ça me permet de me ressourcer, de me recentrer. Une journée entière de rendez-vous, ça me laisse complètement sur le pavé le soir quand je rentre. Hein. C'est compliqué nerveusement. Le métro, tout ça, enfin, j'ose même pas sortir ma carte handicapée pour qu'on me laisse une place, alors que voilà, vous avez un handicap invisible, donc forcément. Un handicap invisible, donc la seule fois où j'ai osé demander, parce que la dame avait laissé son caddie, j'ai fait lui prendre un pain, donc bon, voilà. Donc voilà, et mon employeur, donc le Club des 6, a tout simplement proposé spontanément de m'équiper informatiquement à la maison, m'a demandé de quoi j'avais besoin au bureau. On est dans des petits bureaux partagés et je pense que ça participe aussi à une dynamique d'équipe qui est très inclusive. Je pense que toutes les personnes qui travaillent avec moi sont des personnes avec de très très belles personnalités et c'est ce qui fait, c'est l'ADN du Club des 6 en fait. On ne travaille pas là par hasard, on est vraiment dans l'inclusion. Mais je pense que quand je suis là, ils font encore plus l'effort de parler moins fort, de sortir du bureau
pour passer leur call, parce que j'ai du mal à me concentrer quand il y a vraiment trop de surstimulation. Lali, en tout cas, c'est un beau témoignage et c'est vrai qu'on la sent heureuse. Et Lali, vous avez vu, hein, quand elle part, difficile de l'arrêter. Ouais. Non, mais c'est vraiment, c'est ça qu'on aime bien. Alors, elle est très à l'aise. Hein. Elle aurait pu faire toute l'émission. Hein. Sophie. Je pensais venir passer un casting pour prendre la place de Margot Lafitte, mais en fait non, je crois que la place est déjà prise. On va voir. Il faut demander à Canal. Je suis fan de Formule 1. On va voir ce qu'on peut faire. Je demanderai à Pierre Gasly s'il peut vous pouvez aller le voir un jour. Voilà, qui est un pote et que j'embrasse d'ailleurs. On verra si. Je vous inviterai peut-être. J'irai peut-être au Grand Prix de France. Parfait. Voilà, okay. Je dirais à Sophie. En juin, hein, donc. Non, mais c'est vrai, en juin. Très bien. Sophie, c'est demain, donc le 2 avril, ce sera la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Qu'est-ce que vous avez à dire aux téléspectateurs qui connaissent mal, mine de rien, ce handicap, hein? Exactement, parce que d'abord, il est invisible, et puis parce qu'on appelle ça le trouble du spectre de l'autisme. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Ça va vraiment d'un autisme sévère. Alors, pour vous faire court, c'est Hors Norme, le film Hors Norme, je ne sais pas si vous l'avez vu. Jusqu'à l'autisme de haut niveau, c'est plutôt Rain Man. Donc, vous voyez qu'on a un spectre très, très large. Et donc, des besoins extrêmement variés. Mais pour revenir juste au Club des 6, c'est vraiment quelque chose de formidable. J'étais avec Brigitte Macron tout à l'heure, parce qu'elle est venue visiter ce Club des 6 où il y a Lui aussi, il était avec Brigitte Macron tout à l'heure, il est tout le temps avec elle. Non, Bernard Montiel, il est tout le temps avec elle. Mais Brigitte Macron était avec les jeunes, surtout. Elle a venu. C'est sûr qu'elle en avait pas marre de se taper le vieux. Hein. Merci. Et donc, oui. Elle est venue visiter les jeunes qui commencent cet apprentissage au logement. C'est ça avance. Maintenant, on n'est plus ou tout le foyer collectif ou tout seul chez soi, on peut être en coloc. La coloc, ça parle aux téléspectateurs. Et ben, ces jeunes, ils sont en coloc, ils sont autistes, ils sont trisomiques, et ils sont avec un service d'accompagnement et ils vivent chez eux. Mais je sais que Brigitte Macron, le handicap, c'est quelque chose qui compte énormément pour elle, Brigitte Macron.